Bonjour belle communauté du sacré, bienvenue dans cette interview Voyage astral et décorporation. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Henri Chemin, donc maintenant le mage de cette académie. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Bonjour Henri, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir, toujours. Donc aujourd'hui vaste sujet qui est celui du voyage astral, donc de la décorporation, cette capacité à sortir hors de son corps pendant la nuit pour aller voyager. Et alors, est-ce que c'est que pendant la nuit ou est-ce que c'est aussi pendant la journée? Tu vas nous expliquer tout ça pour toi. Qu'est-ce que le voyage astral en fait? Qu'est-ce que la décorporation? Alors la décorporation, si on essaie d'être le plus pur possible dans l'explication, sans rajouter de superstition, il s'agit a priori d'un décrochage d'une partie de notre être, de notre énergie, de notre âme. On va voir, on va définir ça tout à l'heure, qui viendrait rejoindre l'autre partie qui, elle, demeure perpétuellement au-delà du voile des connaissances. Ce que l'on appelle le voile des connaissances dans le spiritualisme du XXe siècle, parce que c'est surtout sur ça qu'il y a de la documentation avec Steiner, Gurdjieff, etc., qui explique que l'âme serait découpée en deux morceaux, l'âme supérieure, qui est notre être profond, et notre âme inférieure, qui elle serait notre personnalité. Ces deux âmes seraient séparées d'un voile, d'un plan, si vous voulez, un plan énergétique, que l'on appelle familièrement le voile des connaissances, et qui serait l'élément qui détermine l'oubli de où l'on vient avant l'incarnation. C'est une référence à cette fameuse fontanelle des bébés, vous savez, qui se referme au fur et à mesure, où on dit les bébés voient encore les anges, etc. Ou ce moment, au moment du décès, où on est vraiment très très proche, mais avant de mourir, où parfois les gens racontent avoir vu des souvenirs de leur passé, des gens autour d'eux, etc., et avoir une sensation d'unité profonde. Eh bien, ce serait ce passage au niveau du voile de la connaissance entre l'âme supérieure et l'âme inférieure. La décorporation, ou voyage astral, c'est un synonyme parfait, c'est à mon sens, eh bien, a lieu quand l'âme inférieure va venir rejoindre l'âme supérieure. Et ainsi, on se retrouve comme dans l'état d'un bébé qui aurait encore accès à tout son souvenir du monde des idées, comme disait Platon. Et du coup, on va pouvoir avoir accès non seulement à différentes connaissances, mais à différents ressentis exacerbés par rapport à lorsque l'on est dans notre enveloppe physique. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, je dirais Oui. ça comme ça. Après, tu m'as demandé aussi est-ce que c'était pendant la nuit particulièrement. Oui. Alors, ce que je note, donc non, c'est pas particulièrement pendant la nuit, mais par contre, je note que très souvent, les gens, quand ils vivent une expérience de décorporation non voulue, ce qui est souvent, semble-t-il, une première expérience pour les gens, eh bien, c'est souvent pendant la nuit, Hmm. où ils se réveillent, mais au lieu de se réveiller en voyant le plafond, ils se réveillent en voyant le sol et en se voyant eux. C'est ça D'accord. qui crée un trouble parfois. Alors, avant de rentrer plus en détail sur ce qu'est le voyage astral, comment réaliser des voyages astraux ou des décorporations voulues, est-ce que tu peux nous parler déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, un petit peu de ton parcours, non seulement en tant que mage, magicien, mais aussi de ton parcours dans le monde des voyages astraux, justement. Avec plaisir, et puis comme ça, je vais pouvoir changer aussi et pas raconter la même chose. Cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu, je vais me présenter à travers l'angle spiritualiste, c'est parce que c'est par là que j'ai commencé. Quand je suis né dans une famille qui était très ouverte à ça, qui était d'origine chrétienne, je dirais, sans une pratique très appliquée, et qui était passionné, mon père en particulier, par trois auteurs spiritualistes, qui étaient Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, de Velleda, de plein d'autres choses. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, qui est un spiritualiste indien qui a révolutionné la pensée, clairement. À mon sens, encore aujourd'hui, je ne vois personne où on ouvre un livre, on se prend une telle claque philosophique que Krishnamurti. Et Georges Ivanovitch Gurdjieff, qui lui est un spiritualiste oriental très dur, très dans la discipline, mais passionnant, qui était à la fois dépeint aujourd'hui comme un génie absolu et comme un monstre abominable. Mais en tous les cas, ses ouvrages et ce qu'il a fait pour le spiritualisme sont exceptionnels. Donc j'ai débuté dans ce monde-là et un jour, dans le bureau de mon père, je suis tombé sur un livre qui s'appelle La sagesse antique d'Annie Besant, à 9 ans, et je me suis dit, allons-y.
J'ai commencé, bien sûr, je n'ai pas fini parce que c'est abominablement difficile à comprendre, mais j'y suis revenu et ça a été mon premier livre de spiritualisme. Et c'est dans cet angle-là que je me suis lancé dans la découverte des ouvrages ésotériques, puis après, et spiritualistes, et après j'ai commencé à faire un petit parcours dans les sociétés secrètes qui m'ont permis de découvrir des initiations, mais surtout de rencontrer des personnes. Mon parcours a été fait avant tout avec des belles rencontres. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues peut-être à un écart de 5 ans au fur et à mesure de mon existence et qui m'ont ouvert des mondes. Et j'étais tellement passionné et excité, jeune, et dans cette recherche et cette découverte de me dire, ah, il y a un monde super, enfin, il y a des choses encore à découvrir dans ce monde. Et les uns après les autres, que j'ai voulu faire la même chose. J'ai voulu transmettre et c'est ce que je fais dans l'école. Et toi, donc, ton angle, c'est la magie. Parce que c'est vrai C'est que dans les ça, sociétés secrètes, tu aurais pu choisir d'autres voies c'est vrai, initiatiques, mais la c'est tienne, vrai, ça a été vraiment la magie, la véritable magie. c'est vrai. Alors ça, Ok. pourquoi je ne sais pas. Peut-être grâce à Franz Warden, Et la un magie autre livre sur existe lequel je suis alors. tombé. Voilà. Et c'est La, ça qui la, m'a... Comment? la magie existe alors. La magie, semble-t-il, maintenant, je n'en ai plus aucun doute, existe. Hmm. Voilà. Après, elle reste très difficile et très rare. C'est-à-dire que bien souvent, il y a des gens qui parlent de magie, des livres, des vidéos, etc. À mon sens, il ne s'agit pas de magie, mais de développement personnel, de visualisation, pour la grande majorité de ceux dont on parle. Mais la vraie magie existe. Il faut continuer d'y croire, il faut l'essayer. Donc, qu'est-ce que toi tu entends par le terme vraie magie? La vraie magie, à mon sens, c'est une très bonne question. À mon sens, la vraie magie, c'est lorsqu'il y a véritablement manifestation dans le plan physique. Par la suite, non pas d'une action-réaction dans le plan physique ou psychologique, mais dans le plan parapsychologique, dans le plan énergétique. Lorsque par une énergie provoquée par un rituel ou une pratique, il y a un vrai impact physique vérifiable. Car même si on est tenté très souvent de s'éloigner de la rationalité, puisqu'on touche à un domaine qui est vaporeux, il faut s'en méfier, à mon sens, pour ne pas entrer dans simplement la création de notre imaginaire. On peut se dire, je suis Bouddha, et puis considérer c'est une réalité si je suis le seul spectateur de cette chose. Pour déterminer ce qu'est une vraie magie, pour moi, il faut qu'il y ait des résultats vérifiables. Aujourd'hui, j'ai vérifié de très nombreuses fois que ça a marché, et aussi de très nombreuses fois que ça ne marchait pas, hein, mais suffisamment pour pouvoir se dire, effectivement, il y a quelque chose. Super, merci. Et alors, le voyage astral, dans ce cadre-là, dans ce cadre magique, déjà, à quelle fin tu l'utilises? Comment est-ce que tu as commencé? Alors, le voyage astral, comment j'ai commencé? Écoutez, j'ai commencé avec mon père, je pense, tout simplement, qui le pratiquait, l'enseignait, etc. Il organisait des formations de philosophie spiritualiste. Et à quelques occasions, il pratiquait le voyage astral. J'ai vu ça pratiquer, j'en ai entendu parler toute mon enfance, je l'ai vu pratiquer très régulièrement. Un jour, je me suis lancé, je me suis dit, pof, ça va, c'est très bien, c'est pas si difficile que ça. Je l'ai fait pendant, allez, 3 ans, quelque chose comme ça. Et au bout de 3 ans, lors d'un voyage astral que je faisais avec des élèves, donc j'avais déjà commencé à l'enseigner, hein, ce qui est terrible hein, quand même au passage. Mais j'avais déjà commencé à l'enseigner, mais j'étais en train de faire une séance avec des élèves. Et là, j'ai fait une décorporation comme d'habitude, et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je venais de vivre tout simplement mon premier véritable voyage astral. C'est pour ça que sur ce domaine-là, c'est très particulier parce que, franchement, sincèrement, je pense que très peu de gens ont pratiqué véritablement le voyage astral et beaucoup croient l'avoir vécu, comme ce qui m'est arrivé pendant 3 ans. Et puis j'enseignais, hein. Donc c'est grave, hein. Donc je ne suis pas là à juger les autres, hein. Je n'aurais jamais dû me retrouver à enseigner quelque chose que je croyais savoir pratiquer, que je ne savais pas pratiquer en fait. Et finalement, quand j'ai vécu ce voyage astral, j'ai pu déterminer un élément que je lisais dans les livres et que je n'avais jamais compris, que j'avais passé. C'est que les personnes qui récitent leur expérience de voyage astral parlent d'anomalies spatio-temporelles, donc soit de l'espace, soit du temps, et qui permettent de déterminer ce qu'il y a véritablement des corporations. Puisqu'en fait, vous pouvez avoir l'impression de vous voir au-dessus de votre lit et en fait simplement avoir des capacités de voyance naturelles ou non naturelles ou que vous avez apprises et qui vous donnent cette impression de vous réveiller et de vous voir par-dessus. Il ne s'agit pas du tout d'une décorporation. Il s'agit, à mon sens, uniquement c'est déjà bien, hein, vous avez des dons de clairvoyance, mais ça n'est pas une décorporation. La décorporation est physique et elle crée ce qu'on appelle des anomalies.
et l'anomalie pour moi, mais ça n'est pas du tout la même pour tout le monde, hein, j'ai pu le vérifier au fur et à mesure du temps, c'est qu'il y a une anomalie de la gravité, en fait, pour moi. C'est-à-dire que j'étais à côté d'élèves, on était sur des chaises et puis ils étaient à côté de moi. Donc j'avais un élève à droite et à gauche à peine 20 centimètres. Et quand j'ai commencé à faire mon voyage astral comme d'habitude, j'étais en train de faire ma montée. Et là, au lieu de, comme d'habitude, m'imaginer m'élever, qui était en fait de la pure imagination, j'ai senti la gravité se transformer de sa position étant en bas sous mes pieds à se retrouver à tourner de droite à gauche et à se retrouver même jusqu'en haut, avoir l'impression que j'allais tomber vers le haut ou que j'allais me renverser sur un des élèves qui était à côté de moi. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? J'arrivais même plus à gérer ma décorporation. Et bien, c'était ma première expérience. Et il faut que, comme je vous dis, il faut essayé d'être concret, même si on est dans un domaine vaporeux. Il ne faut pas avoir peur de se dire, bah peut-être ça va pas marcher. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas pour autant. Ça veut juste dire qu'il faut améliorer, retravailler, etc. Et donc du coup, eh bien, à partir de cette expérience, je me suis dit, il y a quand même un grand manque. Les voyages astraux, comme ils sont décrits dans les livres, même dans les très bons livres, dans les très bons livres, il n'y a pas de méthode la plupart du temps. Et dans les livres plus modernes, eh bien, ou moins complets, moins bien travaillés, eh bien souvent la méthode est incomplète. Peut-être sans doute parce que la personne qui l'enseigne est elle-même à ses débuts. Et en fait, je pense que j'ai pu vérifier au fur et à mesure du temps, ça fait 4 ans maintenant que j'enseigne librement, et bien qu'il y a une méthode toute simple. Il faut simplement l'apprendre avec sérieux, réussir à l'expérimenter de nombreuses fois, et on y arrive. On y arrive toujours si on prend 2-3 mois de travail, on y arrive, tout le monde en est capable. Du moins, j'ai ce sentiment. Merci. Et alors, tu vas où quand tu voyages Alors, comme ça? la première étape du voyage astral, c'est déjà réussir à ce qu'on... C'est là où on peut voir une petite différence entre voyage astral et décorporation. La première étape est la décorporation, ça veut dire juste le décrochage de notre âme inférieure de notre corps éthérique. Je resitue, le corps éthérique, c'est l'émanation énergétique qui suit le corps. Ça veut dire que si vous êtes petit, vous avez un petit corps énergétique, si vous êtes grand, vous avez un grand corps énergétique. Ça n'a rien à voir avec l'âme ou l'aura dont on parle. Donc ce corps énergétique, il est là juste comme une émanation de notre âme inférieure à l'intérieur de notre corps, sur l'extérieur de notre corps. Il nous permet de nous protéger en tant que bouclier des énergies. La décorporation, la première étape, c'est juste de sortir du corps éthérique. Donc on va juste flotter à quelques centimètres de soi-même. C'est déjà suffisant pour se prendre une très grande claque spirituelle. Juste le fait de se décrocher un tout petit peu du corps, on ne va plus avoir simplement la vision de la position dans laquelle est notre âme inférieure, mais on va voir toutes les sensations. C'est pour ça que je vous dis, pour savoir est-ce que vous avez vraiment vécu un voyage astral, avez-vous ressenti une différence sur la totalité de ce que vous croyez être votre corps, mais qui est en fait votre âme inférieure à ce moment-là? Et donc du coup, la première étape, c'est juste de se décorporer, de se décrocher. On va commencer à découvrir la structure de notre énergie. C'est ça qui est intéressant avant tout en fait. Puisque vu qu'on est libéré de notre corps, on n'a plus l'emprise de notre corps pour définir ce que l'on est. Vous voyez, on est quand même si on sait qu'on a une personnalité, une âme, etc., parfois on peut être tenté de se regarder dans un miroir et de dire ce que je suis, Henri Chemin, c'est ça. Mais en fait, ce n'est qu'un reflet. Ce n'est qu'un reflet de notre physique. Et là, quand on sort, on se retrouve pour la première fois sans enveloppe et on se dit, en fait, dans cette énergie-là, je ne suis plus seulement telle personne avec telle caractéristique physique, dont les parents sont telle personne, dont le métier est telle chose, j'ai ces connaissances. Et bien non, je suis autre chose que mes connaissances, que mes parents, que ma vie. Et c'est une découverte déjà extraordinaire. C'est la première étape, ça on y arrive systématiquement. Et dans cette première étape-là, est-ce que ceux qui se disent je ne suis pas ce que je vois, Oui. est-ce que elle a la même personnalité? Bien sûr. C'est-à-dire, oui. Donc en fait, donc c'est toujours les mêmes façons de penser, etc. C'est juste que c'est décorporalisé en fait. C'est juste plus. Ça ne se passe pas dans le même corps. Alors, j'hésite. On a la même personnalité, on a le même être profond, mais cet être profond n'a plus rien à voir avec ce que l'on connaît. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse énormément et sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, justement. Donc ça me passionne. Et quand on est dans cet état, j'ai l'impression que
l'élément le plus stupéfiant qui n'est plus là par rapport à quand on est dans notre corps, c'est la peur. Ça peut paraître subsidiaire parmi tous les grands principes de l'existence de se retrouver décorporé, que ce soit juste la peur qui soit partie, mais franchement, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, même si on n'est pas quelqu'un de très peureux. La peur est là, la peur de la mortalité, la peur de notre enveloppe physique, et en fait, quand on regarde, la peur a comme source, bien souvent, la matière. Si vous retirez la matière d'une situation dangereuse qui vous fait peur, eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous faire? Voilà. On ne peut pas vous faire mal physiquement. Quand quelqu'un vous blesse émotionnellement, par exemple, avec une rupture ou je ne sais quoi, eh bien, vous pouvez avoir l'impression que votre monde s'éteint, etc. Mais si votre âme est éternelle, vous savez au fond de vous-même que vous allez retrouver l'amour, que vous avez apprécié cet amour qui est déjà passé et qui s'achève et qu'il y a d'autres choses devant vous. Et donc, au final, quand on se retrouve dans cet état d'âme, sans corps, eh bien, la peur s'évanouit. Et cette peur, s'évanouissant, nous donne une grande paisibilité par rapport aux autres, que même si on voulait les juger, on n'y arriverait plus, tellement on a l'impression d'être bon à l'intérieur de soi-même, et surtout soi-même, où très sincèrement, puisque je vous dis, je suis en train de travailler sur ce domaine-là actuellement, sur un autre stade du voyage astral, eh bien, personnellement, je ne me suis jamais autant apprécié que décorporé. Décorporé, j'ai l'impression d'être quelqu'un c'est pas du tout égotique. Au contraire, justement, vous voyez, on n'a plus l'ego de ce côté-là, mais je me suis énormément apprécié, sans me dire que j'étais mieux que les autres, mais juste que l'âme que j'étais, l'énergie que j'étais, je l'ai trouvée très belle. Et quand on va s'apprécier soi-même, on va apprécier les autres. C'est une expérience fantastique. Je ne saurais assez la recommander. Il faut vivre ça une fois dans sa vie avant de décider. D'accord, ok. Et alors, oui. J'avais envie de passer à autre chose, mais la peur, quand tu dis que c'est associé au physique, au monde physique, quelque part ça parle et quelque part ça parle pas. Oui. Parce que on peut se sentir traversé par des peurs profondes où on ne voit pas vraiment de cause. Et on n'a pas l'impression que ça va être d'un point de vue physique que nous allons être affectés. Je dis ça parce que j'ai énormément d'expériences d'état modifié de conscience. Il y a des choses qui sont de l'ordre vraiment du domaine du non physique où la peur peut être présente. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il manque quelque chose dans mon explication. Ce qui anéantit la peur de l'autre côté, à mon sens, je vous dis, je suis encore en train de chercher, donc je ne sais pas si je vous dis juste ce que je pense, mais pas ce qui est une vérité du tout. Quand il n'y a plus de peur, parce qu'on n'a plus de corps, et parce qu'on n'a plus de corps, on se sent complètement connecté à tout. Aux gens, aux choses. On comprend enfin tous ces concepts sympathiques, philosophiques, mais un peu vaporeux de l'énergie est partout, on est tous unis, tralala, toutes ces choses qu'on entend dire, mais qu'on ne vit pas. Eh bien, à ce moment-là, on le vit. Et dans ce moment de décorporation, on se sent dans une telle unité que, est-ce qu'on a peur de notre propre main? Pourquoi aurais-je peur d'un autre être? Pourquoi aurais-je peur d'une autre énergie, d'une autre création? Parce que je suis tout. Ça peut paraître un peu envolé comme ça, mais c'est un sentiment. Là, ça fait plus sens parce que finalement, ça doit être par rapport à la dimension de conscience dans laquelle on se branche, il y a peur ou il n'y a pas peur. Et comme je te dis, je suis, voilà, j'ai énormément d'états de modifiés de conscience et dans certains états modifiés de conscience, il peut y avoir peur parce que c'est branché à un certain niveau, certaines fréquences, etc. C'est ni bien ni mal d'ailleurs, parce que ça permet de visiter les choses, etc. Et aussi de transcender des choses, voir à quoi c'est lié, etc. Ou même être aussi dans cette acceptation de ne pas savoir, mais juste de voir. Oui. Et par contre, il y a des autres états modifiés de conscience dont je fais l'expérience, c'est ça dont je t'en avais parlé, des expériences mystiques du matin. Et là, effectivement, le concept de peur n'a pas lieu d'être, en fait. C'est ça. C'est que la question perd son sens. C'est ça, exactement. Voilà. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas dans cette dimension-là, on va dire. C'est ça. Tu l'as très bien exprimé, effectivement, de dire que finalement, passant dans une autre dimension, eh bien, on n'a plus accès à des problématiques qu'on a ici. Et c'est peut-être un des repères qui peut nous permettre de savoir est-ce qu'on a véritablement vécu une décorporation ou pas. Si on se voit, et que même certains disent qu'ils peuvent voir les autres à travers les murs, etc., ce genre de choses, peut-être êtes-vous simplement voyant.
peut-être avec vous simplement développer des dons de voyance, mais lorsqu'il y a des corporations, c'est véritablement une nouvelle dimension pour notre être que l'on découvre. Et justement, je suis en train d'aller un petit peu plus loin, comme je le disais, dans le voyage astral et dans d'autres techniques un peu plus pointues. Et ce que je note, c'est qu'il semble que la conscience, comme si c'était une goutte d'huile qui était dans un verre d'eau. Elle est posée dans son verre d'eau, séparée de tous côtés, déterminée de tous côtés. C'est notre état de conscience que l'on vit quand on est incarné dans notre corps physique. Quand on sort de notre corps, c'est comme si, en un claquement de doigts, l'huile devenait soluble à l'eau. Et que notre conscience venait se répandre extraordinairement, largement dans la totalité. C'est à la fois troublant, c'est à la fois fatigant. C'est fatigant, la décorporation, quand elle est réelle. Et c'est bien sûr splendide. Parce que ce moment de communion avec absolument tout nous donne accès à toutes les connaissances, mais on ne cherche pas la connaissance. Puisque finalement, dans le corps, parce qu'on va parler aussi peut-être de la cité de cristal, etc., des éléments qui sont associés au voyage astral. Et souvent, on considère le voyage astral comme un élément qui pourrait nous permettre d'acquérir des connaissances, de savoir des choses qu'on ne peut pas savoir, etc. Oui, c'est vrai. Mais une fois dans cet état-là, pourquoi voulez-vous détenir quelque chose, sachant que tout est autour de vous? Donc en fait, c'est plutôt un élément dans lequel on va pouvoir agir qu'un élément qu'on va pouvoir voler. On ne va pas aller dans un monde mystérieux où il y a toutes les connaissances, attraper des connaissances en secret et les voler pour les ramener sur Terre. Il ne s'agit pas de ça. On va pouvoir avoir accès à un lieu énergétique particulièrement intéressant dans lequel on va pouvoir pratiquer des choses. De la guérison, de la protection, de purification, etc. Et des initiations à des domaines que l'on ne maîtrise pas encore. Je définirais ça comme ça. D'accord, ok. Alors, afin que tout le monde puisse un petit peu se figurer justement de ce à quoi ça ressemble, donc il y a décorporalisation, de décorporation, et après donc tu te retrouves dans cet état-là, et est-ce que tu voyages dans un sens un peu physique du terme, dans la façon dont on peut se figurer les voyages? On va dans des mondes, etc., etc. Et à quel moment, par exemple, on décide de faire des choix? Je vais agir. Agir sur qui, sur quoi, comment? Et je vais aller là ou pas là, ou etc. C'est comment, voilà. Alors, on entre dans ce monde. Une fois qu'on a réussi à rentrer, ce qui est déjà quand même le plus difficile, hein, de réussir à rentrer dans cette dimension-là, quand on a réussi à se décorporer, eh bien, on doit déjà s'habituer. C'est pour ça que c'est un domaine, je pense que n'importe qui, je n'ai jamais vu d'embûche avec quelqu'un qui serait vraiment bloqué, qui ne pourrait pas le faire, sauf s'il n'a pas envie tout simplement d'expérimenter. Il faut du temps d'expérimentation pour réussir à maîtriser la chose. Une fois qu'on l'a maîtrisé, eh bien, on peut effectivement voyager. Voyager de deux façons principales. On peut voyager dans le plan matériel, c'est-à-dire qu'on peut aller rendre visite, on peut aller se déplacer dans d'autres lieux de ce monde pour pouvoir voir des choses en direct qui ont lieu et qui ne sont pas dans notre chambre. Bon, c'est amusant, je ne vois pas spécialement l'intérêt de cette pratique-là. La pratique la plus intéressante, c'est le voyage astral par définition. On va voyager dans les astres, où là, on va commencer à découvrir les différentes constitutions de l'énergie. C'est-à-dire que vous voyez comme la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, a réussi avec brio à définir les énergies, les interactions énergétiques, les sources énergétiques, les entrées, les sorties, les mouvements de l'énergie à l'intérieur du corps. C'est prodigieux, mais ça n'est que dans le corps. Eh bien, le voyage astral va nous permettre de voyager, découvrir, définir les interactions énergétiques qui sont autour de nous. À quoi ressemble l'énergie qu'on va envoyer à quelqu'un quand on est en train de lui parler, quand on est en train de lui dire des choses gentilles, quand on est en train de lui dire des choses méchantes, etc. On va voir les énergies. Les Chinois, ils ont fait aussi l'entre-deux, c'est-à-dire avec le Feng Shui. Là, c'est l'énergie entrante, sortante, etc. de l'environnement. Oui. Mais là, ce que tu parles, c'est interrelationnel aussi. Oui, on est sur un autre niveau que ce que je peux percevoir dans le Feng Shui, à mon sens. C'est très vaporeux, c'est délicat à expliquer. Mais on pourrait dire que on va voir les mécanismes. Les mécanismes, le Feng Shui est encore limité un petit peu à notre environnement. Alors que là, on va loin en dehors de notre environnement. On va pouvoir voir des interactions très lointaines. Par exemple, l'interaction de la Lune
avec la terre, les hommes, la nature, l'interaction entre les différents éléments de la nature, entre les plantes, les arbres, etc., le ciel, les impacts. Et c'est une complexité totalement faramineuse, et c'est pour ça qu'on n'arriverait pas à retirer cette connaissance et à la ramener sur Terre. C'est juste que quand on va aller là-bas, on va voir comment fonctionne l'univers, une partie de l'univers, et on va pouvoir interagir avec. Et là, on va pouvoir faire des choses, c'est ça qui est intéressant. Voyager, c'est bien. Dans le physique, c'est bien, pas plus que ça. Dans l'astral, oui, c'est très bien. Mais agir, c'est encore mieux. C'est surtout à ça, il me semble, que ce monde sert. Ce plan de conscience sert. Il va nous servir à pouvoir avoir des interactions en toute pureté, sans aucune problématique matérialiste. Et aussi, on est libéré un petit peu de tous les mauvais aspects de notre personnalité. Si on a de l'ego, si on a je ne sais quoi, de la timidité, ou toute autre petite problématique, et bien quand on va être de l'autre côté, on ne les aura pas. Et donc on va pouvoir avancer d'une façon beaucoup plus intéressante. Et ce que l'on découvre finalement dans ces états-là, euh, on peut les intégrer aussi dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire, par exemple, si on se découvre sans ego, je sais pas, sans culpabilité, sans timidité, Oui. sans ceci, sans cela, on a un nouveau point de référence, c'est-à-dire, ah, j'ai fait l'expérience de ça où il n'y avait pas ça, et ça se vivait comme ça se sentait comme ça. Est-ce que je peux intégrer cette mémoire-là comme point de référence pour l'intégrer dans la corporalité, dans ce que je vis dans la matière? Très sincèrement, pas vraiment. D'accord. Bon, c'est un peu décevant, je devrais dire le contraire pour proposer mon webinaire, etc. Mais bon, très sincèrement, pas vraiment. J'ai l'impression que quand on... pas de mes vécus à moi, mais de tous ceux que j'ai vus, des gens qui ont essayé avec moi, il n'y a pas véritablement de... On ne revient pas avec des super pouvoirs, avec des super compréhensions, etc. Il s'agirait plutôt, à mon sens, mais on revient avec quelque chose, hein, ça a un intérêt. Je ne vais pas complètement dénigrer le voyage astral, mais on n'arrive pas à faire un élément automatique très simple, très technique. On monte, on comprend quelque chose, on le redescend, on l'intègre et on peut le mettre dans notre vie. Non, j'ai pas l'impression. Par contre, il se passe quelque chose, c'est que plus on découvre des domaines de la magie, des astres, des autres sortes d'énergie, plus j'ai l'impression que notre conscience s'agrandit. Donc on ne redescend pas directement avec une technique, on est monté, on a vu A pour la première fois, on a descendu A dans le monde physique, on peut exploiter A dans le monde physique. Non. J'ai l'impression que juste on va monter et redescendre, et à chaque fois qu'on fait ces remontées et descentes, on ouvre notre conscience, on l'agrandit un peu plus. Et cette ouverture crée de l'espace vierge à l'intérieur de nous. Donc il n'est pas rempli, on n'a pas intégré. Mais on va avoir la capacité, grâce à ce terrain vierge, d'intégrer plein de choses. Mais ça, ce sera la vie qui le décidera. Ce ne sera pas nous qui serons allés contre la vie de Dieu dans un plan où on ne devrait pas être, etc. Vous voyez, c'est quelque chose de très naturel et d'harmonieux. C'est pas un vol de C'est un connaissances. peu, non, non, je ne voyais pas ça comme ça, mais c'est un peu comme ça que je le voyais quand je posais la question. C'est-à-dire, quelque part, d'être transformé parce que, Ah oui, par les nouvelles expériences. Et oui, c'est là que j'entends. Ce que je veux dire, c'est pas, oh, bah, je vis par exemple oui, une personne qui vit beaucoup de la culpabilité. Ah, bah, j'ai oui, fait l'expérience de qu'est-ce que c'est d'être sans culpabilité, donc je reviens dans mon corps et paf, il n'y a plus la culpabilité. C'est pas. oui, Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vu qu'il y a quelque chose qui est sorti du connu, qui est arrivé, il y a quand même une espèce d'intégration et effectivement, ça a changé ah l'état oui, existant, donc effectivement, ça fait plus de place, etc., pour totalement, permettre une intégration dans le temps. Pas forcément totalement. dans l'instant, mais dans le temps. Alors complètement, oui. Effectivement, on est complètement dans ce cas-là. Après, quand on a vécu une véritable décorporation, déjà, on ne va pas en refaire une tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a peu de véritable décorporation. C'est extrêmement fatigant. C'est extrêmement fatigant et on n'est quand même pas fait pour, je pense, vivre de l'autre côté. Donc ça prend beaucoup d'énergie, de place mentale, etc. Parce que je pense, si on l'étudie scientifiquement, je pense qu'il y a un petit décloisonnement des cortex dans notre tête, comme pendant des états modifiés de méditation, de récitation du home, où la science a déjà commencé à trouver des informations dessus. Étant donné qu'il y a un décloisonnement des cortex, on va pouvoir ressentir les odeurs, on va pouvoir voir les sensations, etc. Il y a un décloisonnement des cortex. Et ce décloisonnement des cortex va avoir pour effet de créer des ponts entre différents cortex qui d'habitude ne communiquent pas.
Et quand on va ressortir, certes, on n'aura pas on ne peut pas emporter avec soi des éléments qui étaient de l'autre côté, mais cet état va nous garder un souvenir d'immensité qui va avoir un impact énorme dans les semaines qui viennent après. C'est pour ça mieux vaut faire un vrai voyage astral une fois par an que d'essayer d'en faire des faux tous les jours. Je te suis complètement là parce qu'une fois, je suis devenue la musique. Ah, d'accord. Exceptionnel. Que tout est devenu, comment dire, les sensations, ce qui était entendu, ce qui était pensé, etc., ne faisait plus qu'un être la musique, en fait. Et effectivement, enfin, c'est la transformation de ce que Audrey, quoi, en musique. Et donc, ça ouvre une possibilité. Quand je suis revenue à moi, ah ben oui, ah ben. On aura des choses à parler après l'interview. On en discutera. Je pense qu'on doit faire des choses un peu semblables. Voilà, mais ça ne veut pas dire que Audrey, en tant que telle, peut être la musique en un claquement de doigts. Mais cette expérience ouvre. Oui, complètement. Même si on n'arrive pas à la répéter après dans le plan physique, il y a ce souvenir impérieux qu'on ne peut plus enlever et qui impacte notre existence. C'est ça. Et puis ça, c'était cette expérience-là. Puis il y en a d'autres avec une fois je suis devenue un arbre. Et enfin, et ainsi de suite. Quand tu vois ce que je veux dire. Et toutes ces choses-là, en fait, transforment. Et effectivement, ce que tu disais, créer de l'espace, en fait. Autre que ce que l'on croit être. Et je pense que ça peut quand même être quelque chose de très intéressant pour les personnes religieuses. Moi, c'est mon cas. Je suis religieux. Et bon, moi, j'ai fait l'expérience de différentes façons de l'énergie, est-ce qu'elle existe ou pas. Mais imaginons quelqu'un qui est croyant, qui n'est pas vraiment dans l'ésotérisme et qui découvre pour la première fois le voyage astral. Eh bien, c'est quand même une confirmation de l'existence d'autre chose. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est pas si commun. Certes, on peut dire pourquoi Dieu existe, parce que la nature est magnifique, parce que qui a fait ça. Bon, c'est des arguments très, très basiques finalement. Mais faire l'expérience de voir l'énergie d'une façon différente, ça c'est spectaculaire. Mais en même temps, plus nous cultivons notre capacité d'émerveillement justement à toute la création, plus nous devenons sensibles et nous augmentons notre capacité à justement le ressentir de différentes façons. Et en justement décloisonnant les plus, complètement. Et puis, enfin, je veux dire, bon, c'est pas une bonne solution pour la société, hein, mais si on faisait faire des voyages astrales aux gens, il y aurait plus de racisme, il y aurait de l'écologie, tout le monde serait d'accord avec l'écologie, etc. Après, on va avoir du mal à faire ça au plus grand nombre, mais ça crée une ouverture de conscience. C'est impossible, à mon sens, d'avoir fait des voyages astrales et puis de se dire, on s'en fout de jeter une bouteille dans une forêt, etc. Ou alors, telle personne, parce qu'elle a une couleur ou je ne sais quoi, une culture différente, elle est inférieure. Ça paraît complètement stupide, finalement, quand on vit ça. Mais bon, c'est mon avis personnel. Et alors justement, non mais c'est vrai en même temps, c'est vrai. Il n'y a que quand on est cloisonné à l'intérieur de son corps. Ce qui aussi parallèlement, je trouve, alors ça n'a rien à voir, mais c'est un sujet qui me passionne aussi. Ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, quand on vit une expérience comme ça, le racisme et l'écologie sont des éléments qui se résolvent d'eux-mêmes, mais qui anéantissent également au passage. Et ça, je pense que c'est un élément qui manque énormément à notre société, comment elle aborde ces problèmes de société, c'est qu'on va retirer aussi la haine de ceux qui n'aiment pas, de ceux qui sont racistes, de ceux qui sont non écologiques. Et je trouve quand même que ça n'est pas une évolution d'avoir des compréhensions et de juger méchamment les autres. Si on a réussi, nous, à comprendre des choses, soyez doux avec les gens qui ne l'ont pas encore intégré, puisque vous-même, vous avez vécu l'expérience de cette transformation. Donc, c'est pas la peine de dire sale raciste, espèce de pollueur de la terre, etc. L'appareil, c'est quelque chose qui perd son sens, en fait, puisque tu peux devenir tout. Complètement. Donc, on en revient à ça ouvre l'esprit. Le voyage astral, ça ouvre l'esprit, c'est incroyable. Et ça, on est encore sur des domaines de société, hein, c'est nul. Ça ouvre l'esprit. 2, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait sur place? On peut faire des choses infinies. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je vous dis, aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus. Ça fait 10 ans que j'ai fait le premier véritable voyage astral. Et il y a des profondeurs dans lesquelles on va pouvoir entrer, travailler. On pourrait faire des liens avec le roi Salomon, avec ses expériences avec les entités. Quand on va être dans le monde de l'astral, on va
avoir accès à toute notre énergie, tout notre corps glorieux. Le corps de gloire, c'est un élément spiritualiste qui est défini comme étant l'élément, quand notre âme supérieure et notre âme inférieure sont réunis, ils sont parfaits, on devient esprit, on ne devient plus âme. L'âme est juste si on veut faire très rapidement la représentation du système, on a l'esprit en haut qui est notre être le plus parfait, qui est une cellule de l'élément divin, une petite partie, une molécule. Et on a l'âme supérieure et inférieure qui est unie au départ, et quand elle va entrer dans le corps éthérique et physique, eh bien, on va avoir une dissolution de l'âme, où l'âme inférieure va rentrer dedans, constituer notre personnalité le temps d'une existence, qui est réincarnation ou pas, je rentre même pas dedans, j'en ai aucune idée. Mais en tous les cas, quand on est dans ce moment-là, on voit que notre personnalité se constitue après événement, on se durcit parce qu'on a vécu des souffrances, etc. Et des compréhensions qui nous ouvrent l'esprit. Et quand il va y avoir le voyage astral, eh bien, on va retirer notre âme inférieure de notre corps pour la faire rejoindre notre âme supérieure. Notre âme supérieure va devenir le corps de gloire. Et du coup, on peut considérer finalement que l'âme n'est qu'un véhicule, c'est une voiture. C'est une voiture entre notre origine et notre destination temporaire. Et quand on va se retrouver à nouveau reconstitué dans notre corps glorieux, on va être en pleine capacité de voyance, de télékinésie, de télépathie, etc., et tous les éléments de parapsychologie. On va pouvoir agir sur le monde matériel, depuis en haut. Je vous donne quelques exemples. On va pouvoir travailler énormément sur soi-même, c'est-à-dire en haut, depuis le stade de décorporation, on va pouvoir agir sur notre être, sur notre vie, pour essayer de réparer certains éléments, de comprendre certaines problématiques. Imaginez-vous tout simplement, vous êtes dans votre vie, votre couple va mal, votre travail, vous vous épanouissez pas dedans, etc. Et votre santé, c'est pas fou, mais ça va. Eh bien, quand vous êtes dedans, dans cette espèce de bouillon de culture qu'est l'existence matérielle, eh bien, il est difficile parfois de trouver des issues. Il y a des moments où on est bloqué dans notre existence. Le voyage astral va nous permettre de nous élever, de juste déjà, sans considérer des éléments ésotériques, d'avoir un autre point de vue, qui est global cette fois-ci. On voit la totalité de la situation. Et au lieu de se concentrer sur notre santé qui va pas très bien, sur notre couple qui va pas très bien, sur notre travail où on s'épanouit pas, eh ben, on va se voir que le problème, c'est nous. Est-ce que nous, on s'aime ? Est-ce qu'on aime la personne que l'on est ? Est-ce qu'on aime ce que l'on fait tout au long de nos journées ? Certes, il faut de l'argent pour manger. Certes, c'est plus agréable d'être en couple, etc. Mais ni votre couple, ni votre travail, ni votre famille, ni rien de ce qui est autour de vous n'est ce que vous êtes. Et lorsque l'on va s'élever et regarder la situation, on va se rendre compte que tous les problèmes sont comment peut-on dire ça, des conséquences uniquement de la problématique. La problématique, c'est notre être. Sommes-nous ou non en état de béatitude, comme Bouddha, ce qui est l'objectif, je pense, psychologique de l'être humain, de réussir à se retrouver dans un état de béatitude où chaque chose, chaque souffrance même, est une chose qui est vécue agréablement. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il faut pouvoir réunir son esprit. Donc voilà. On pourrait dire cela ainsi. Après, très concrètement, vous pouvez aller encore plus loin, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. Vous allez pouvoir faire des rituels de l'autre côté. On va tenter dans le webinaire, selon l'avancée des étudiants, d'aller plus ou moins loin. Mais peut-être pourrons-nous toucher à un rituel. Alors déjà, je vais présenter. Quand Henri parle du webinaire, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une formation en ligne, un accompagnement en ligne, un webinaire en ligne, comment vous l'appelez comme vous voulez, qui aura lieu le samedi 25 février 2023. Et le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. Donc, où toute la question justement de comment réaliser un voyage astral des corporations sera au cœur de cet accompagnement. Et si vous n'êtes pas disponible le 25 février 2023, le samedi de 9h du matin à 13h, parce que ça va durer 4 heures, eh bien, sachez que vous pouvez quand même vous inscrire et vous aurez le replay de la formation et vous aurez les accès à vie. C'est ça. Et donc, alors, qu'est-ce que les personnes vont apprendre dans ce... Alors, je pense qu'on peut résumer l'angle de travail sur 4 points. Guérison, protection, purification, initiation. Ce sont les éléments les plus basiques que je pense que... Enfin, basiques, c'est déjà extraordinaire, mais disons que les éléments fondamentaux qu'on va essayer de toucher. Guérison de soi et des autres, puisque comme je vous dis, vous allez pouvoir
constater les problématiques d'une façon beaucoup plus globale. Mais ça n'est pas qu'un constat. Vous allez pouvoir agir depuis ce lieu. Depuis ce lieu d'énergie naturelle où toutes les énergies se mêlent et interagissent entre elles, eh bien, vous allez pouvoir projeter des énergies sur votre corps physique, sur votre âme, sur votre psyché, etc., ou sur celles de proches à vous qui sont malades ou en souffrance. Et vous allez pouvoir avoir une action très forte et très efficace. Ça va c'est sans doute une des méthodes de guérison les plus puissantes, les plus intenses, puisque vous allez pouvoir, non pas, comme d'habitude, envoyer une charge énergétique vers une personne pour l'aider, mais vous allez, au contraire, constituer ce qu'on appelle un aimant quadripolaire, pour faire référence à Franz Bardon, où on va constituer sur la personne qui est en souffrance un aimant quadripolaire. C'est un aimant quadripolaire, c'est un élément qui va attirer à lui toutes les énergies positives. Et quand on va constituer un aimant quadripolaire sur une personne, eh bien, les énergies vont migrer avec une intensité phénoménale de tous côtés sur la personne pendant un temps déterminé. En principe, on n'arrive pas à maintenir ça plus de 48 heures. Et pendant ce moment-là, eh bien, toutes les énergies vont s'aligner, venir attaquer, adoucir, guérir, panser les plaies de la personne, et on va réussir à sortir de ces cercles infernaux où parfois on se retrouve dans nos existences, on est bloqué, on ne trouve pas la voie. Pourtant, on est quand même, vous voyez, vous êtes sur l'Académie du Sacré, vous êtes quand même en recherche déjà, et pourtant, malgré qu'on soit avec des livres de spiritualité, des pratiques saines, etc., parfois on se retrouve bloqué. Eh bien, la guérison qu'on va pouvoir pratiquer dans le voyage astral, elle va vraiment décloisonner et nous permettre d'avoir accès à des solutions. Donc ça marche déjà très bien. Après, la protection et la purification, c'est un élément qui est fondamental. La purification, vu qu'on a vu notre âme depuis l'extérieur, notre corps depuis l'extérieur, eh bien, on va pouvoir voir toutes les petites anomalies qu'il y a sur le corps éthérique. Ça, c'est le plus simple et le plus efficace. On va pouvoir effectuer des purifications pour nettoyer notre être, ou nettoyer un lieu, ou nettoyer des personnes, un groupe, etc. Il y en a même dans certains cercles ésotéristes et spiritualistes, la voie du Chan, eh bien, où on va essayer de pratiquer ces éléments-là en groupe, c'est-à-dire dans des lieux publics, pour essayer d'avoir un impact sur le plus grand nombre. Donc voilà pour la purification. La protection, on va pouvoir se protéger des charges négatives. Et l'élément le plus intéressant, et le dernier, c'est l'initiatique. L'initiatique va nous permettre, par exemple, d'ouvrir de nouvelles voies. Imaginons qu'on veuille travailler notre voyance, nos dons de guérison, notre empathie ou d'autres éléments parapsychologiques. Eh bien, depuis l'astral, ça va être beaucoup plus simple. C'est ce que l'on va essayer de faire durant ce webinaire. D'accord, donc on peut œuvrer sur des attributs, des qualités, des compétences que l'on aimerait développer dans le physique, mais dans l'astral. Bien sûr, c'est l'endroit le plus efficace. On ne peut pas ramener quelque chose, mais on peut agir depuis l'autre côté. En fait, de l'autre côté, on a accès à toutes nos énergies, à notre corps de gloire, comme je vous disais, et il est beaucoup plus simple d'aller agir sur un corps éthérique. C'est carrément du domaine du basique. C'est-à-dire que quand on est dans notre corps physique, nettoyer notre corps éthérique, donc nos énergies, on va dire, eh bien, c'est très difficile. Quand on est du côté de l'astral, eh bien, c'est comme prendre une douche. Et on va pouvoir prendre cette fameuse douche, mais qui, elle, ne va pas nous garantir de l'hygiène pendant 10-12 heures, mais elle va nous garantir de l'hygiène pendant des mois. Car un corps éthérique revitalisé, reconstitué, c'est ce qu'on appelle de différentes façons les soins énergétiques, le magnétisme, les réalignements des chakras, la remontée de Kundalini, etc. Eh bien, ces éléments-là, on va pouvoir les faire de l'autre côté simplement en envoyant l'énergie, puisqu'on peut la manipuler à volonté. D'accord. Et par exemple, il faut juste savoir le faire. Tu dis on peut développer notre clairvoyance, je vais y revenir, mais est-ce qu'on peut par exemple développer nos compétences pour la guitare? Ou est-ce que ce sont des facultés juste très certainement. Non, oui, très certainement. D'accord. Écoutez, je réfléchis, j'ai jamais essayé, déjà. Donc je vous dis, je n'ai jamais essayé. Après, je pense que le fait, pas tellement d'apprendre de l'autre côté, parce que vu qu'on ne peut pas ramener de connaissances, ça semble difficile. Mais par contre, le fait de faire des allers-retours, de régulièrement pratiquer le voyage astral, faisant une ouverture de conscience, quand on va avoir accès à une connaissance dans le monde physique, eh bien, on va l'absorber d'une façon beaucoup plus intéressante. Je sais pas, on a tous peut-être vécu, en tout cas moi, j'étais très mauvais élève à l'école.
À un moment, on a l'impression qu'on est trop plein, qu'il y en a marre. On a fait cours de mathématiques, cours de géographie, cours d'histoire, etc. On en a marre, trop de connaissances, trop de choses qui essaient de nous rentrer dedans, et on a juste envie de vivre notre vie un peu. Eh bien, quand on va pratiquer ces thèmes-là, notre conscience, on a l'impression qu'elle a faim. Elle a faim de connaissances, elle a faim d'énergie, elle a faim de beauté. Et elle va être beaucoup plus, ça va éveiller la curiosité et l'absorption finalement des choses qui nous entourent. Je verrais plutôt ça dans ce sens-là. D'accord, ok. Et comment est-ce que tu peux œuvrer sur ta clairvoyance, par exemple, dans l'astral et que ça agisse dans le physique, puisque normalement tu ne peux rien ramener. Alors, pour œuvrer sur le voyage, sur la voyance, on ne va pas envoyer ou essayer de ramener avec soi une connaissance qui est comment ça fonctionne, mais on va pouvoir agir sur notre corps éthérique encore. En fait, ce qui marche le mieux, je le réalise en vous parlant, c'est que la meilleure action qu'on puisse avoir, c'est sur le corps éthérique. Tout ce qui est sur le corps éthérique, on arrive très facilement à agir dessus. Le purifier ou l'initier. Initier le corps éthérique, c'est tout simplement en agissant sur l'ajna. Donc on veut le troisième œil, un chakra qui est en lien avec le fait de la voyance. Eh bien, on va pouvoir agir depuis l'astral sur notre corps éthérique et du coup le transformer, l'apaiser, etc. J'allais aller plus loin. Les différentes problématiques des chakras peuvent être résolues depuis le voyage astral. Ce sera beaucoup plus efficace que d'essayer de les réaligner avec des minéraux ou de l'énergie depuis la Terre. D'accord. C'est comme ça qu'on va réussir à ouvrir des connaissances et des initiations. Mais il y a des petites méthodes en fait. Il y a des méthodes qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'il faut appuyer sur notre corps éthérique. C'est presque comme de l'acupuncture astrale, dirons-nous. Et c'est ce que l'on va essayer de découvrir, comment déjà réussir à faire le voyage astral, avoir la méthode, puis après réussir à découvrir comment on peut agir sur notre corps éthérique, pour quelle action, pour notre prospérité, pour notre clairvoyance, pour notre apaisement, pour réussir à se lancer sur la découverte de la présence du bonheur, etc. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, écoute, si toi qui nous écoutes es intéressé par la pratique du voyage astral, de la décorporation, bah, pour réaliser toutes ces belles choses dont Henri vient de nous parler, tu as toute la présentation détaillée de ce webinaire en ligne, de cette formation en ligne, de cet accompagnement dans la description de cette vidéo. Est-ce que, Henri, tu aimerais rajouter quelque chose? Je te vois lever la main. Oui, je pense à quelque chose parce que nous, on est un peu coutumiers de cet élément-là, mais des gens qui nous écoutent peuvent se poser la question de est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger de se Ah retrouver oui. bloqué? J'ai beaucoup entendu cette question, donc je me dis peut-être qu'il faudrait le préciser ici. De se retrouver bloqué de l'autre côté et ne pas réussir à retourner dans son corps? Bien évidemment que non, absolument pas. On n'a pas la capacité, enfin, sans doute avec une immense maîtrise, comme il est dit pour les grands sages, qu'ils se décorporaient définitivement pour finir leur existence par leur volonté et non par voie de cause à effet. Mais en réalité, il y a un principe qui est très naïvement appelé cordelette d'argent, et qui serait donc le lien qui connecte notre corps à notre âme. Il faut bien penser que quand on se décorpore et qu'on se voit, notre corps continue de respirer, tout va bien. Et s'il se passe le moindre petit fracas dans le monde physique, on redescend automatiquement, instantanément. Si on n'arrivait pas à trouver la voie pour revenir, la fatigue de notre corps ferait qu'on s'endormirait et on réintégrerait. Enfin, il y aurait un bruissement dans l'appartement, on se réveillerait. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport au voyage astral. Le retour est très facile déjà, et même si on n'y arrivait pas, on y reviendrait automatiquement. Donc je disais simplement pour rassurer les auditeurs qui pourraient se poser des questions sur le fait de est-ce qu'il y a un danger à pratiquer le voyage astral. Non, c'est un processus naturel. C'est quelque chose qui arrive par des situations qui modifient notre état de conscience à certaines occasions, des initiations, des choses comme ça, des grandes méditations où ça se produit. Donc c'est tout naturel et il n'y a pas de danger. Alors moi j'ai une autre question, mais qui concerne plus les personnes qui seraient fatiguées de façon extrême, c'est-à-dire vraiment malades, souffrant de fatigue chronique, de dépression. Est-ce que à ce moment-là, vu que tu dis que le voyage astral fatigue, est-ce que ce serait quelque C'est chose d'adapté pour eux ou pas? c'est tout à fait conseillé. Tous les processus de dépression, de bipolarité, etc., enfin tous les troubles psychiques sont dus souvent à des déséquilibres du corps éthérique.
le simple fait de décorporer va apaiser énormément de choses, énormément de problématiques, puisqu'on va prendre de la hauteur sur nos problèmes. Je pense que ce serait déjà d'ailleurs une très bonne solution qu'on pourrait proposer aux personnes qui sont en souffrance, en dépression, en burn-out, etc. C'est une libération, c'est un moment de pause. On revient, alors il faut que j'arrive à m'exprimer parfaitement. On revient avec un état de profonde régénération, mais très fatigué. Vous voyez, peut-être je peux vous donner l'exemple de quand vous avez pris des vacances, mais pas des vacances où vous avez bu des cocktails au bord de la plage, vous avez été en boîte de nuit, etc. Non, des vacances où vraiment vous vous êtes posé dans une petite maison, dans la forêt, vous n'avez rien fait pendant 3 jours et vous avez pu vraiment vous régénérer. Quand vous allez revenir à la vie normale, vous avez l'impression d'être plus fatigué presque du moment où vous êtes parti parce que vous allez créer de la régénération dans des zones très profondes de votre être. Donc il y a cette espèce d'état de fatigue et pourtant vous vous sentez tellement mieux. Donc quelqu'un qui est dépressif ou qui a des troubles excusez-moi, des troubles de la psyché, eh bien souvent a une sensation de fatigue ou le contraire, ou d'hyperactivité qui est due à sa perception de la réalité plus qu'à une réelle fatigue physique. Le fait de faire le voyage astral serait parfaitement indiqué pour ce genre de cas. Ok, d'accord. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Écoute, je crois avoir bien présenté le voyage astral. Maintenant, la suite samedi. Voilà, la Merci suite, à donc toi. samedi 25 février pour ceux qui veulent suivre en live. Et si vous n'êtes pas disponible ou si vous voyez cette interview plus tard, vous pouvez quand même vous inscrire et recevoir le replay. Merci de votre présence, merci de votre écoute. J'espère que cette interview vous a éclairé sur cette question. Si vous avez des commentaires ou même des retours d'expérience, ils sont bien entendu les bienvenus dans l'espace de commentaires et avec Henri, nous ferons un plaisir d'y répondre. Avec grand plaisir. Oui, et bien sûr, pour favoriser la présentation de cette vidéo à d'autres personnes qui seraient intéressées par les voyages astrales, nous vous invitons à mettre un pouce sous cette vidéo et bien évidemment à la partager. Faites voyager cette vidéo. C'est ça, dans les astres. Merci beaucoup Henri. Merci à toi et merci à tous. Merci à tous. Je vous fais des bisous. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine.